Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Comme vous allez le voir, le programme du jour est des plus sympathiques avec de très grosses news et aussi un enchaînement de petites avec des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Mais dans tous les cas, ce sera croustillant. Bref, ne perdons pas plus de temps, finissons cette semaine en beauté, actualisons. Vous ne le savez peut-être pas, mais la suite de Spider-Man Far From Home est déjà planifiée et sortira le 14 juillet 2021. Aujourd'hui, on a de nouveaux détails sur la production, qui indirectement nous donne quelques possibles indices sur l'histoire. Selon comicbook.com, le tournage de Spider-Man Homecoming 3, on va l'appeler comme ça, le temps d'avoir un titre, devrait commencer en juillet pour se terminer en novembre 2020. Les lieux de tournage seraient Atlanta, New York, Los Angeles et l'Islande. New York, c'est assez cohérent, c'est là que vit Peter Parker. Atlanta aussi, vu qu'il y a de grands studios qui servent souvent au tournage. Mais ce qui est plus surprenant, c'est Los Angeles et l'Islande. Alors le fait de tourner là-bas ne signifie pas forcément que l'intrigue y prendra place, loin de là, mais c'est tout de même étonnant. Surtout qu'après Far From Home, où notre araignée a voyagé à travers l'Europe, je le vois mal revoyager dans ce film. Surtout que maintenant, il est accusé de meurtre. Pour ce qui est de l'Islande, c'est le parfait endroit pour de vastes paysages et j'ai vu pas mal de gens se dire que ce serait un moyen d'introduire Kraven le chasseur. Et sur le papier, j'approuve. De plus, maintenant que Sony lance officiellement son Spider-Verse, l'apparition de personnages dans Spider-Man Homecoming 3 peut permettre du teasing pour des films solo plus tard, comme un sur Kraven. Toujours selon comicbook.com, Jon Watts reviendra pour diriger le troisième film et au casting on devrait retrouver Tom Holland, forcément, Jacob Batalon ou encore Zendaya. On reste encore un petit peu chez Marvel, mais concernant une rumeur, donc à prendre au conditionnel. Selon Daniel Richman, Marvel chercherait à lancer le personnage de Hulkling, possiblement dans la série WandaVision. Contrairement à ce que son nom indique, il n'est pas directement relié à Hulk, mais c'est vrai qu'il en a souvent l'apparence. C'est un membre des Young Avengers, équipe qui devrait finir par avoir son propre programme, vu comment les choses se dessinent. Il est à moitié Kree et à moitié Skrull. On sait, et ça c'est certain, que WandaVision va introduire le Sword, équivalent du Shield, mais pour les affaires spatiales. Il y a moyen que ce soit lié. Affaire à suivre. Très en vrac, sinon Netflix vient d'officialiser avoir passé commande pour une seconde saison de la série française Mortel. Netflix qui a d'ailleurs sorti enfin un trailer pour la troisième partie des nouvelles aventures de Sabrina, qui sort le 24 janvier. Sinon, qui n'a rien à voir, Sony Pictures a fait appel à Paris Goebel pour réaliser Murder on the Dance Floor. Et sinon, selon Discussing Film, Rodo Sayagues vient d'être engagé pour réaliser une suite au film d'horreur Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, appelé pour l'instant Don't Breathe Again. Le héros du premier film, Fede Alvarez, reviendra tout de même, mais pour le coécrire. Aussi, c'est officiel, AMC arrêtera la série Better Call Saul après sa 6ème saison de 13 épisodes qui sortira en 2021. La saison 5 est quant à elle attendue pour le 23 février. Dans un autre genre, selon le Hollywood Reporter, Taika Waititi a été approché par Disney et Lucasfilm pour réaliser un film Star Wars. Ça n'aurait en soi rien de grandement surprenant, le réal s'étant déjà occupé d'un épisode de la série The Mandalorian, mais aussi de d'autres films sous la coupe de Disney comme Thor Ragnarok, prochainement Thor Love and Thunder, ou même très prochainement le nominé aux Oscars Jojo Rabbit. Le réal a peu de temps après cette annonce posté un tweet avec cette pochette d'album, mais même après quelques recherches, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est lié ou non, et surtout ce que ça répond. Est-ce que c'est non, est-ce que c'est oui, j'en sais rien. On a aussi appris que David O. Russell est en pourparlers pour écrire et diriger un film sans titre qui mettra en vedette Christian Bale. C'est vendu comme un très gros projet, mais on n'en sait pas plus. Un peu plus long, on semble avoir les confirmations, il est très peu probable qu'une saison 2 de Watchmen voit le jour sur HBO. Même si rien n'est impossible pour dans quelques années, le directeur de la programmation de HBO confirme que son créateur Damon Lindelof ne voulait pas en faire une deuxième saison, et que si lui n'est pas partant, eux non plus. Des scénaristes ont même réagi à l'annonce et ne semblent pas en être déçus, bien au contraire. Actu sinon surprenante du côté de The Walking Dead. Vous le savez sûrement, mais un second spin-off est sur le point d'être diffusé, son nom The Walking Dead World Beyond, qui suivra donc une jeune génération n'ayant connu que l'apocalypse zombie. Chez nous en France, ce sera proposé sur Amazon Prime Video. Et on apprend aujourd'hui que la première saison va durer 10 épisodes et commencera à être diffusée le 10 avril. La saison 2 sera quant à elle diffusée en 2021, et ce sera la dernière, oui déjà. C'est pas vraiment une annulation, mais contrairement à ses aînés, elle n'est juste pas imaginée pour durer. Pour enchaîner avec des news un peu plus grosses, Netflix le sait, l'avenir se prépare plus que jamais. La guerre des plateformes de streaming a commencé et une grosse partie des batailles va se jouer sur le contenu proposé. Et pour ça, pas 100 000 astuces, il faut investir un max. Selon une prévision du Wall Street BMO Capital Market, donc c'est approximatif, Netflix va investir environ 17,3 milliards de dollars en 2020 pour du contenu original. Bon évidemment c'est un peu plus compliqué que ça et ça pourrait être un peu moins dans les 11 milliards en fonction des réductions etc, mais ça reste quand même beaucoup.
De toute manière, très bientôt, le 21 janvier, nous aurons les chiffres de Netflix de ces derniers mois afin de savoir si la sortie du Disney+ l'a réellement affecté, comme on le voit souvent. Pour le savoir, surveillez les récaps ciné et séries et abonnez-vous. A titre de comparaison, pour pouvoir avoir une échelle de grandeur, Disney a déclaré qu'il dépenserait 1 milliard de dollars pour de la programmation originale du Disney+, et qu'ils avaient prévu 1 milliard de dollars juste en dépenses de fonctionnement pour 2020. Alors que du côté de Warner Media, ils prévoient d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars sur HBO Max en 2020, et pour Comcast et NBC Universal, c'est aussi 2 milliards de dollars à Peacock, mais sur les 2 premières années d'existence. Soulignons que ces derniers sont aussi des studios de cinéma et de télé, et donc ils font des investissements ailleurs pour des choses qui finalement se retrouveront sur la plateforme. Et d'ailleurs, pour en revenir à Peacock, que je vous évoquais là, justement transition toute trouvée, parlons-en. Peacock sortira pour commencer exclusivement pour les abonnés Xfinity X1 et Flex le 15 avril aux États-Unis, et ensuite pour tout le monde aux États-Unis le 15 juillet. Mais l'originalité de Peacock, si je puis dire, c'est qu'il y aura une offre entièrement gratuite et financée par la publicité. Pour cette offre, on nous promet aux US environ 7500 heures de programmation, autant des émissions télé que des films classiques, de l'actualité, du sport et même des visionnements de lendemain de séries diffusées. En revanche, pour avoir accès à l'entièreté du catalogue, visiblement le double, il faudra passer sur Peacock Premium. Apparemment, cela pourrait être gratuit pour certains abonnés du câble, mais ce détail reste assez flou. Pour les non-abonnés, en tout cas, Peacock Premium sera à 5$ par mois pour une version avec publicité, ou alors 10$ par mois pour l'avoir sans publicité. Bon, comme vous l'avez compris, j'ai parlé uniquement d'une sortie aux US, et en effet, une sortie ailleurs n'est pas évoquée pour l'instant. Et pour être honnête, j'ai du mal à imaginer que ça arrive. Le format adopté fonctionne énormément aux États-Unis, mais pas forcément en France, c'est pas vraiment ce dont à quoi on est habitué. Ça fait très extension de télé, sauf que comme nous on n'a pas NBC etc, ça pose problème. NBC Universal peut tout de même compter sur ses marques fortes comme The Office, La Loi et l'Ordre ou même les Tonight Show de Jimmy Fallon ou de Seth Meyers, ainsi que du contenu original, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Voilà, c'est la fin de ce très long récap, j'espère qu'il vous aura plu, pensez à lâcher le pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et surtout Instagram, je compte sur vous, on est bientôt 7000, on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos, et passez un bon début de week-end. Enfin quand je vais publier la vidéo ce sera encore vendredi, mais vous m'avez compris. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.